5, 4, 3, 2, 1. Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Radio Camo, le podcast ou la vidéo de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Ça fait un moment qu'on a fait l'épisode 1. On attendait le retour des Beatles du podcast. On attendait ça comme on attend le prochain Avengers. Et voilà, les Avengers se sont rassemblés. Enfin, merci à vous d'être là, l'équipe. Ça fait plaisir de te libérer malgré toutes les difficultés de la vie, toutes les choses qui peuvent arriver. Vous êtes là. Aujourd'hui, épisode très spécial, puisque nous n'avons que 2 chroniques. Mais quelles chroniques ? Une chronique de Jade et une de Vali, qui vont sûrement faire réagir dans les chaumières. Restez avec nous. Déjà, bonjour Jade. Bonjour Samra. Comment Super introduction. Ah ouais, parce que j'étais complètement en roue libre, là, on va se mentir. Parfait. Alors, comment ça va ? Comment s'est passé pendant tout ce temps entre l'épisode 1 et maintenant ? On s'accroche. Écoute, j'aurais eu le temps d'avoir un bébé, le bébé aurait eu son bac, mais au moins on s'est retrouvés, on a trouvé le moyen, c'est bon. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? On va parler Covid, parce qu'on est encore dedans, mais on va parler Covid et tourisme, et comment ce tout est révélateur de relations coloniales. Aïe, je pense que c'est le sujet que... Ouais, je pense qu'il y a une personne notamment dans l'audience qui a envie de réagir très clairement à ce sujet, Shorty. Mais on en reparlera. Et puis Vali, ça va ? Ça va et vous ? Je suis contente de vous retrouver en visio, puisqu'on se parle beaucoup. On ne s'est pas réunis, mais on se parle beaucoup. C'est vrai que WhatsApp a chauffé ces derniers mois. Quoique là, récemment, avec Clubhouse, j'étais moins présent, mais j'étais avec vous par l'esprit. Le traître. Abandon, on a été abandonnés. Trahison, disgrâce. Alors, Vali, qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre le dernier épisode et maintenant, Code 9 ? Eh bien, entre le dernier épisode et maintenant, je n'ai pas chômé, puisqu'il y a une thèse en jeu, quand même. Et puis, à côté de ça, je lance un nouveau circuit, donc ce qui n'est pas de tout repos. Donc, voilà. Et puis, on essaie quand même de prendre soin de soi, de se reposer un peu, de lever le pied par moment. Mais globalement, tout va bien. Tout va bien ? Bon, super. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler race, musique savante et musique populaire. Aïe, je sens aussi que là encore, on va avoir de la violence dans les commentaires, etc. Non, Non, tout ça, c'est pour avoir un fight avec Chanty, puisque c'est la tradition un peu. Évidemment. Non, moi, je suis toujours de ton côté, toujours. Même quand il ne l'est pas. Shorty, comment est-ce? Ça va, merci. Alors, tout va bien. Toi aussi, entre le dernier épisode et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, sûrement, je me rappelle même plus c'était quand. C'était en octobre dernier. Ouais. C'était en octobre, ben ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment la première. Oui, j'ai eu. Tu parles de l'interview. Ouais, c'est un petit truc, ouais. Une certification sur Spotify aussi, non ? Ah oui, l'Oxymore a été certifié sur Spotify. Beaucoup de vidéos et voilà. Du taf. D'autres choses dont on ne peut pas encore parler. Inch'Allah, la prochaine fois, c'est bon. Mais écoute, quand tu deviens président de la Guadeloupe, tu nous dis ? Je ne sais pas si ce sera possible avec mes convictions. Donc, voilà. On verra. Guéric, comment ça va ? Ça va très bien, ça va. Alors, pareil, depuis le dernier épisode, c'est passé beaucoup de choses dans ta vie, toi. Déménagement, notamment. T'es rentré au pays, le fameux retour au pays. Exact. Donc là, ça fait 4-5 mois que je suis là, déjà. Ouais. Et t'as déjà envie de repartir ou ça passe comment ? Non, ça se passe très bien. Ouais. Et écoute, il y a la plage, il fait beau, il fait chaud. On se plaint pas. Bah oui, bien sûr. Ok, on en reparlera de ce retour au pays. Mais sans plus attendre, les amis, puisque c'est pour ça qu'on est là aussi, on va écouter la chronique de Jade. Jade, d'accord, tu veux pas commencer ou tu commences en Vali ? Non, mais il n'y a pas de souci. Non, parce qu'en fait, je te retiens. Mais non, mais c'est ce que je te... Mais non, mais t'es dans l'ordre. Non, c'est ok.
je connais Shorty et Bali. Si Bali commence, je ne vais pas faire ma chronique. Donc, voilà, c'est ça. et laisser l'espace. Non, vous avez une mauvaise image de moi. Jamais. Vraiment. Il n'y a Bon, pas de souci. allez. Ok, donc je me lance. Let's go. Let's Voilà, go. donc comme je l'ai dit, on va parler Covid et tourisme. Et on est obligé de parler Covid et tourisme parce qu'on y est toujours, hein, forcément. Mais en lien avec l'actualité spécifiquement en Guadeloupe et en Martinique, il y a de nouvelles restrictions en ce moment qui ont commencé depuis le 8 mars, parce que augmentation des cas, apparition des variants, donc de nouveau couvre-feu, des lieux fermés. Je pense que les restaurants sont fermés, les bars, les salles de gym, de nouveau interdiction de voyager entre la Guadeloupe et la Martinique. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais en gros, on a remis de plus en plus des mesures en place pour limiter cette nouvelle vague qui aurait été déclenchée. Alors, forcément, on écoute les médias. Tous les doigts pointent sur le carnaval. On aime pointer du doigt les carnavaliers, donc on aime pointer du doigt la population sur place. Et moi, avec mes gros souliers, parce qu'il y a énormément de choses dans la couverture médiatique autour de Covid en lien avec nos territoires qui m'ont saoulée, j'ai particulièrement été fâchée, pour rester poli, entre la rapidité avec laquelle les médias se sont jetés sur le carnaval et les carnavaliers, alors qu'on a eu toute une période de fête où le tourisme a été poussé à fond, retour en Guadeloupe et en Martinique, et où les médias, notamment les médias, je parle des médias nationaux, on s'entend, lorsque je dis médias avec un tel scorn, un tel mépris, je parle de médias nationaux. Les médias nationaux n'ont absolument pas couvert le fait que pendant les fêtes de Noël, notamment, il y a eu cette massive arrivée des touristes qui avait été organisée et autorisée par l'État national, le gouvernement. Donc, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, je ne dis pas que c'était tout ce qu'il y a de plus normal qu'on ait un carnaval. Je ne pointe pas du doigt les carnavaliers, tout comme je n'excuse pas le fait qu'il y ait eu le carnaval. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait eu ce focus médiatique autour du carnaval et cette attente presque à attendre avec vengeance qu'on ait des nouveaux cas de Covid, comme pour dire, vous voyez, vous avez cherché l'embrouille et voilà. Et alors qu'on avait un complet silence des médias, notamment pendant les fêtes où on avait parfois 10 000 voyageurs qui arrivaient par jour sur les territoires. Donc, juste pour remettre aussi un peu de contexte quand je parle de tourisme et que je parle de tourisme de masse, on s'entend l'économie touristique, parce que j'aime bien mettre le contexte, et comment on en est arrivé à cette situation. L'économie touristique dans le monde représente, en 2017 à peu près, représentait 1 milliard de personnes par an. Donc, lorsqu'on parle de tourisme, il faut s'entendre qu'actuellement, on est dans une ère où les gens n'ont jamais autant voyagé. Et non seulement ça représentait 1 milliard de personnes par an qui bougent en 2017, mais avant Covid, on estimait que ce nombre allait être multiplié par 3 d'ici à quelques années. À l'échelle de la Guadeloupe, en 2017, par exemple, en un an, on a reçu à peu près 650 000 personnes par an, d'accord ? Par rapport à 2011, c'était 417 000. Donc, c'est-à-dire que chaque année, ça augmente. 2018, la Guadeloupe a reçu 1 100 000, 166 000, vous rentrez, mais environ 1 100 000 personnes ont débarqué à la Guadeloupe. Dans ces 1 100 000, vous aviez 700 000 qui étaient touristes qui arrivent par les airs. Massivement, la France. Lorsqu'on regarde d'où viennent les touristes de Guadeloupe, c'est France. C'est de grosse arrivée française. Et 430 000, ce sont les croisières, d'accord ? Donc, dans ce gros chiffre. Covid débarque. Et là, je vous ai donc donné l'idée du tourisme. L'économie touristique en Guadeloupe, c'est environ 782 millions d'euros, 782 millions d'euros économiquement, qui touchent la Guadeloupe, enfin du moins que l'industrie touristique empoche quand on parle de tourisme. Donc, arrive Covid et pendant les quelques premières semaines où Covid débarque, bien sûr, tout le monde panique et on immobilise les avions. On immobilise avec gros guillemets. On dit qu'on immobilise les avions et qu'on ne laisse pas les croisières passer parce qu'on a peur de laisser entrer le virus, normal. Sauf qu'on s'entend, il y a quand même quelques avions qui passent. Et bien sûr, malgré les promesses des représentants politiques qu'on fait notamment aux syndicats ou, encore une fois, ne serait-ce qu'aux médias, cette fois les médias locaux, il y a quelques bateaux de croisière qui passent aussi. Malgré les grandes promesses que non, les croisières ne viendront pas, il y a quelques bateaux qui passent. Forcément, il y a quelques avions qui passent, il y a quelques bateaux qui passent. Covid arrive sur les territoires. Et on s'entend, là, on a quand même eu très peur que ça aille très vite et que ça soit très mauvais parce qu'on parle de territoire où s'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, les infrastructures hospitalières sont un problème. Sans même toucher aux infrastructures hospitalières, la question de l'accès à l'eau est un problème. Donc, on a des communes qui ont des problèmes à avoir accès à l'eau. Donc, quand vous avez des campagnes de lavez-vous les mains, faites attention, etc., on parle d'un espace où nos infrastructures sont soit débordées,
soit malheureusement défectueuses, soit n'existent pas ou existent mais sont tellement anciennes qu'elles devraient être complètement remplacées. Donc cet espace-là, et vous imaginez l'idée d'une épidémie, d'une pandémie, épidémie à ce moment-là dont on parlait, et donc forcément il y a une grosse angoisse autour du Covid. Donc heureusement on n'a pas eu trop de cas, même s'il y a eu des cas et la population a fait énormément d'efforts pour contenir la possibilité de contamination à grande échelle, mais il y a eu des cas qui sont arrivés. Flash forward, ce que j'ai trouvé intéressant avec cet espace, c'est que donc les cas arrivent en Guadeloupe et en Martinique, très peu couverts au niveau des médias nationaux. Les mois passent, on se rend compte que la situation est plutôt stable, voire que les cas rediminuent, et arrive la période des fêtes. Et là, curieusement, pendant la période des fêtes, à ce moment-là, juste pour donner tout le contexte, en France, c'est une explosion des cas de Covid. France métropolitaine hexagonale, on a un pays qui est complètement saturé par Covid. Le pire de ce qui avait été projeté est complètement dépassé. Si en Guadeloupe et en Martinique, ça se passe plutôt bien, en France, c'est vraiment une catastrophe. Donc, on arrive pendant les fêtes de Noël, tout le monde est soi-disant fatigué de Covid, et il y a cette espèce d'éclatement des cas qui arrive. Et curieusement, à ce moment-là, en France, on décide de rouvrir massivement les vols vers notamment les Antilles et notamment, bien sûr, Guadeloupe, Martinique. Et non seulement on rouvre les vols, mais on va avoir des discours et des discours politiques, donc de représentants politiques qui vont pousser les Français à se rendre aux Antilles pendant les fêtes de Noël. Donc, on va littéralement avoir des discours qui disent vous devriez encourager le tourisme local, vous devriez vous rendre dans les Antilles. On va tellement pousser en fait les Français à s'y rendre qu'au niveau des vols, là où normalement il y avait eu donc, on immobilise les avions puis on laisse passer petit à petit, mais seulement entre la France et les Antilles et avec des motifs impériaux. Tout d'un coup, non seulement on rouvre complètement les vols, mais on les multiplie. C'est-à-dire qu'on passe de 3 vols par jour à 6 à 7 vols. Et à l'arrivée des fêtes, c'est-à-dire que plus on a à la fois les fêtes, plus ils multiplient les vols, au point qu'arrivé au niveau des fêtes, ils parlent d'avoir 9 vols par jour qui font la liaison entre la France et la Guadeloupe et la Martinique. On a une hausse des réservations des vols de 115%. Des médias parlent d'arrivée de 10 000 voyageurs dès le premier jour d'ouverture. En gros, on a littéralement cette explosion de déplacement massif de la population française vers la Guadeloupe et la Martinique. Sauf qu'au moment où on a toutes ces explosions, cette ruée massive de touristes vers les Antilles françaises, au même moment en France, il y a un renforcement des mesures sanitaires. On ferme les stations de ski, on demande aux gens de ne pas faire de rassemblement pendant les fêtes de Noël, de limiter au maximum leur rassemblement. L'Europe est complètement fermée à l'intra, donc il n'y a pas de vol entre la plupart des pays européens n'autorisent ni à sortir ni à rentrer, sauf s'il y a motif. Donc, en gros, Covid en Europe, et particulièrement en France, c'est un gros problème. Mais pour aller en Guadeloupe et en Martinique, il y a comme une dissonance cognitive. Donc, du coup, ça, c'était pour vous donner tout le contexte. Arrive mon sujet. Comment se fait-il, du coup, qu'on soit dans cette situation où on a d'un côté, tout le monde a peur du Covid, on fait très attention aux mesures sanitaires, etc. Et de l'autre, voyageons, allons aux Antilles. Et en gros, c'est si vous analysez, moi, mon hypothèse, bien sûr, c'est de dire, en analysant spécifiquement cela, on peut exactement comprendre les relations coloniales entre Guadeloupe, Martinique et France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé pendant les fêtes et ce qui s'est passé autour de la gestion de Covid si vous ne prenez pas en compte que la France traite la Guadeloupe et la Martinique comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire ses colonies. J'espère que je heurte personne là-dessus. Donc, en gros, la première chose, c'est qu'il faut voir au niveau de ce moment, ce qui va sous-entendre les discours d'autoriser les populations à se déplacer, la population française hexagonale à se déplacer vers la Guadeloupe et la Martinique, c'est qu'il va y avoir cette idée d'exceptionnalisme des Caraïbes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu cette espèce de mythe que c'est un espace qui n'a pas été touché. C'est un espace qui est vierge de cas Covid. Donc, en gros, c'est un espace où les touristes peuvent aller faire une pause. Donc, on va avoir des termes comme la fatigue de la pandémie, échapper à Covid, faire une pause à Covid. Donc, littéralement, on va avoir des discours qui semblent dire « Vous êtes fatigué de Covid, c'est normal, ça fait plusieurs mois qu'on est dedans. Pourquoi ne pas aller faire une pause en vous rendant aux Antilles ?» Avec ce sous-entendu, parce qu'aux Antilles, il n'y a pas Covid. C'est comme un espace en dehors de la pandémie où vous ne risquez pas grand-chose. Ça, déjà, c'est intéressant à noter parce que, ce n'est pas vrai. Certes, ça n'a pas été l'explosion que l'on craignait, mais il y a eu des cas, et des cas qui ont été contenus parce que la population a fait les efforts qu'il fallait et parce qu'on a eu un contrôle plus strict au niveau des arrivées et des sorties pendant une certaine période. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu une espèce d'exceptionnalisme parce que Dieu regardait Guadeloupe et Martinique et les a protégés, en particulier face à Covid. Ce n'était pas quelque chose d'angélique.
il y a eu des efforts sociaux qui ont été faits pour ça. Mais ensuite, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est comment ça shift les normes en termes les normes sanitaires. C'est-à-dire que normalement, on a plus une approche de les pays du Nord sont safe en tant que par rapport à la maladie, par rapport à l'hygiène, etc. Puis si vous vous déplacez vers les espaces du Sud, il faut que vous vous renseigniez s'il n'y a pas des vaccins à prendre, si ce n'est pas un endroit où il y a des maladies qui datent encore mais que vous pourriez avoir, etc. Donc ça, c'est quand même le discours global au niveau du tourisme, où il y aurait cet espace où vous pouvez vous rendre en toute sécurité qui normalement est l'Amérique du Nord et l'Europe, et le reste des espaces où au cas par cas, il faut quand même vous renseigner parce que niveau maladie, niveau sanitaire, c'est dangereux. Là, il y a un shift qui s'opère parce que tout d'un coup, l'Europe est complètement ravagée par Covid, les Amériques, pareil, les États-Unis, c'est le pire, et on a des espaces du Sud qui, du moins au début, mi de la pandémie, étaient quand même assez épargnés. Donc, je voulais juste noter le shift à ce moment-là. Donc, on a cette espèce d'exceptionnalisme des Caraïbes qui, en fait, s'enligne complètement avec tout simplement l'impensé de la santé des populations sur place. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui date de la pandémie. Lorsqu'on pense à Zika, lorsqu'on avait eu la crise du Zika en Guadeloupe et en Martinique, on avait littéralement eu une ministre de la Santé en France qui lorsqu'on lui avait interrogé qu'est-ce qu'on est supposé faire pour gérer la crise de la Zika, puisque les crises au niveau de Zika, parce qu'on se rend compte que c'est dangereux par rapport aux femmes qui sont enceintes, sa seule réponse avait été de dire ne vous rendez pas aux Antilles. Parce qu'il y a cette idée que les Antilles n'existent que pour les touristes, donc n'existent que lorsque vous y allez. Il n'y a pas de population sur place. Si la population sur place, elle est là que pour servir les touristes. Donc, il y a un impensé de la santé et des risques que court la population sur place, tout simplement parce qu'il y a un impensé de l'existence de cette population-là. Et lorsqu'on pense à cette population, on n'y pense qu'en lien avec les touristes. Et ça ne se voit pas uniquement avec les cas de pandémie, ça se voit aussi dans les cas de cyclones, par exemple. Lorsqu'on a un cyclone qui est très important, qui se dirige vers les territoires ou qui ravage les territoires, les seules personnes qu'on va aller interviewer au niveau des médias nationaux, c'est les touristes, c'est-à-dire genre les touristes qui malheureusement ont vu leurs vacances être un véritable danger, ou les touristes qui ont dû être évacués au dernier moment, ou oh mon Dieu, comment vous avez pu vivre le cyclone. On ne va pas interviewer la population sur place parce qu'il y a un impensé de la population sur place et encore plus un impensé de leur santé. Donc, comme il y a un impensé de leur santé, ce n'est pas grave de s'y déplacer parce que même si vous pensez à ces espaces comme non touchés par la pandémie et donc on devrait faire en sorte de ne pas y apporter le virus, ce n'est pas grave si vous y apportez le virus parce que la population sur place ne compte pas. Donc ça, c'est la deuxième chose qui rentre et qui explique qu'il y ait eu cette excuse, en fait, de laisser les populations se déplacer massivement vers des territoires que pourtant, ils semblent considérer comme non touchés par Covid. Allons-y, ça va nous permettre de faire une pause. Donc, comme on considère que ces espaces n'existent que pour les touristes, ça se voit également dans la manière dont il va y avoir au niveau ça ne date pas seulement de la pandémie, c'est quelque chose qu'on critique régulièrement, mais au niveau de l'économie touristique, la manière dont sont représentées ces destinations, c'est constamment des destinations soleil. Donc, si vous regardez les sites touristiques, Guadeloupe, Martinique, Cuba, Jamaïque, Haïti, etc., c'est toutes des destinations qui sont littéralement des destinations représentées par plage bleue, plage, sable blanc, eau bleue du ciel, cocotier et soleil. Vous pouvez regarder les photos, littéralement toutes les destinations peuvent passer l'une pour l'autre parce que c'est la seule chose qui les intéresse, c'est le côté fantasmé, le côté cocotier de ces destinations. Donc, ce sont les fameuses destinations sociales, soleil, et forcément, les destinations soleil, comme elles doivent rester de l'ordre du fantasme, ce sont des espaces où vous ne risquez rien, et donc, vous pouvez aller faire une pause du Covid. Ce qui, du coup, rentre directement en héritage également avec un contexte colonial des plus basiques qui est, je suis obligée de le rappeler, mais on parle d'espaces où les populations autochtones ont été littéralement décimées par les épidémies de maladies qui ont été apportées par les colons. C'est-à-dire que littéralement, c'est l'histoire qui se répète. Des colons qui débarquent avec des virus qui n'étaient pas présents sur les territoires, en n'ayant aucun pensée pour la population sur place et qui déciment. Quand je dis déciment, c'est-à-dire qu'on sait sur nos territoires, les communautés autochtones n'ont pas survécu. Et dans les Amériques, on parle, selon les régions, de 80 à 98% des populations autochtones qui ont été décimées par les épidémies suite à l'arrivée des colons. Donc, suite au first contact, donc au premier contact. 80 à 98%, ça fait qu'il y a certains historiens qui appellent cela l'Holocauste, le pire holocauste de l'humanité, en fait. C'est ce qui s'est passé dans les Amériques au moment de l'arrivée des premiers colons. Petite note, cela dit là-dessus également, il y a l'historien James Dashok, qui est un historien Native American,
a dit s'il y a les épidémies qui ont été absolument meurtrières, mais ce qui les a rendues doublement meurtrières, c'est aussi parce que du coup, les colons ont profité du fait que ces populations étaient décimées par la maladie pour leur faire la guerre, pour organiser les famines, pour les déplacer massivement. Donc, les épidémies étaient déjà meurtrières, mais ne pas penser que c'était juste « Ah, zut, la maladie, on n'a pas fait exprès ». Il y a quand même eu une volonté des colons d'en profiter pour les exterminer. Donc, juste fermeture de la parenthèse. Mais juste pour dire que du coup, lorsque vous voyez le traitement Covid par les touristes et donc les discours médiatiques qui poussent les populations à s'y rendre en n'ayant aucun souci de la population sur place, on est littéralement dans un habitus colonial. C'est 400 ans d'histoire qui les a habitués à juste, on peut apporter l'épidémie là-bas, on s'en fiche des conséquences. Donc ça, c'était obligé de le souligner également. Sachant que bien sûr, encore une fois, ce sont des touristes qui, je suis obligée de le souligner, viennent de régions qui sont saturées de cas. Donc, on parle littéralement de régions où l'explosion Covid est intenable, mais on les laisse sortir et se déplacer vers des territoires qu'ils possèdent. Donc, ils n'ont pas la possibilité de leur dire « non, vous n'entrez pas ». Parce qu'à ce moment-là, on se rend bien compte que dans le monde entier, tous les pays disent « vous venez de France, vous venez d'Europe, vous venez d'Italie, vous ne rentrez pas chez nous ». En ce moment, on est en train de protéger notre population, restez chez vous, sauf si vous n'avez pas de motif impérieux. Sauf que, colonie oblige, la Guadeloupe et la Martinique n'ont pas la possibilité de fermer leurs frontières parce que nous sommes colonisés, donc nous n'avons pas de contrôle sur nos frontières. On n'a techniquement pas de frontières face à la France. Donc même lorsqu'il s'agit de protection de nos populations, on n'a pas le droit de leur dire « ne venez pas chez nous tant que vous êtes dans la mouise avec ce virus » parce qu'en plus, on n'a pas les moyens structurels de gérer une pandémie comme vous. Vous allez rentrer chez vous, vous avez multiples hôpitaux. Nous, ce n'est pas notre cas. Restez chez vous. Et enfin, et c'est la dernière chose que je voulais dénoncer, autour de cette période de Covid touriste pendant les fêtes, il y a eu également un discours qui a émergé, qui m'a... Il y avait tout un discours autour de... Ça, c'était vraiment... The best Jad is collé, Jad. Je trouve que c'est venu lentement. Hein. C'est venu Ouais, lentement, ça tu vois. a mis du C'était temps. En tout cas, c'est le seul qui a rajouté à l'insulte, je pense. C'est le fait qu'autour de ces discours, tout d'un coup, il y a eu comme le discours de la charité, c'est-à-dire faire le tourisme dans ces économies locales qui dépendent du tourisme, c'est faire preuve de charité. Donc, limite, on monte les touristes en héros qui viennent sauver l'économie locale en se déplaçant à leurs risques et périls, parce que s'ils ne se déplacent pas, on a une économie qui va complètement s'autodétruire. Périclité. Donc ça touche à énormément de mythes autour du tourisme et ça touche à énormément d'inégalités d'organisation socio-économique de nos territoires que je vais rapidement toucher. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'économie qui dépend du tourisme local, il faut comprendre que 80%, et ça augmente selon les régions, mais 80% de l'argent qui est dépensé par les touristes repart automatiquement dans les poches de multinationales. Donc 80% en fait n'entrent pas dans nos territoires parce que c'est directement dans des hôtelleries de luxe, c'est directement dans certaines chaînes de restaurants. C'est en gros 80% de ce dollar, de ce euro, je suis au Canada, donc parfois je me mélange, 80% d'un euro n'entre jamais dans l'économie guadeloupéenne ou martiniquaise selon l'espace où vous vous trouvez. Donc, il faut arrêter de penser que le tourisme est une économie qui nous rapporte tant que ça. Pour le reste, il faut savoir également qu'en dépit de à quel point on dépend entre guillemets parce qu'on nous a forcé petit à petit à organiser notre territoire pour qu'il dépende de ce tourisme, il faut bien comprendre que le tourisme de masse tue l'économie locale. Ça, en fait, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Un territoire qui se retrouve dépendant du tourisme, c'est parce qu'on a une économie touristique qui a fait en sorte de tuer l'économie locale. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des multinationales, la petite entreprise de coin, elle ne peut pas rivaliser face à vos tarifs. Donc, forcément, soit elle ferme, soit elle se retrouve à devoir targeter spécifiquement les touristes. Il faut également comprendre que le tourisme de masse, c'est un véritable fléau. C'est un fléau au niveau économique pour un espace qui, du coup, se retrouve à avoir des services plus chers, des bâtiments plus chers, des espaces plus chers, parce que, par exemple, Bali, si vous vivez à Bali, vous êtes natif de Bali, c'est quasiment impossible pour vous d'acheter un logement à Bali, parce que Bali est devenu,
au niveau des logements, l'espace de rêve des grandes puissances des grandes richesses. Et donc, c'est quasiment impossible maintenant de devenir propriétaire à Bali si même vous venez de Bali. Et c'est quelque chose qui se voit sur tous les espaces qui deviennent des espaces de fantasme au niveau du tourisme. On le sait, plus le tourisme augmente, plus toutes les structures se tournent vers les touristes, plus la vie augmente, plus la vie devient chère. Et en plus, non seulement plus la vie devient chère, moins il y a moins il y a de services qui se tournent vers la population locale. Et en plus, le tourisme détourne les ressources. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un problème d'accès à l'eau, le tourisme, ça demande énormément d'eau. Les touristes, les piscines, les bains, les douches, tout ce auquel vous pouvez penser que les touristes ont besoin, ça fait que ce sont des ressources qui ne retournent pas à la population locale. Donc ça dégrade, c'est un vrai fléau au niveau écologique, le tourisme de masse. Ça fait en sorte que ça privatise des espaces qui sont plus disponibles pour la population locale. Ça privatise les plages, ça privatise des espaces verts, ça veut construire des golfs, etc., etc. Donc, en gros, le tourisme de masse, c'est juste l'enfer. C'est le rejeton de Satan, si vous voulez. Donc, lorsque vous avez un discours qui dit, en fait, le touriste et être touriste, c'est faire preuve de charité, non. De base, non, en fait. En dehors de toute pandémie, le tourisme de masse, c'est une vraie catastrophe. Maintenant, si on parle en termes de pandémie, vous risquez d'apporter possiblement un virus mortel sur le territoire. Donc, il y a un problème dans le fait que vous vous considériez comme un héros. Et si vous voulez faire vraiment preuve de charité, en quoi votre charité sous-entend que vous êtes obligé de vous déplacer? Parce que si vous êtes si inquiet pour notre économie, faites un PayPal! Faites un transfert. Il y a tout un tas de moyens d'envoyer de l'argent. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion. Vous n'avez pas besoin de prendre le bateau. Vous pouvez rester chez vous, choisir la petite économie et dire « Ah tiens, je vais lui envoyer 100 euros. » Et ça marche très bien. Petit PayPal. Ça fonctionne pour tout le monde. Exact. Envoyez un message sur WhatsApp. On vous dira comment envoyer de l'argent. Donc moi, le discours de la charité m'est vraiment monté au crâne pendant toute cette période. Et je vais conclure là-dessus pour dire, en gros, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que le traitement de la pandémie au niveau de nos territoires permet littéralement de mettre en avant notre situation par rapport à la France, qui est nous sommes des colonies. Et bien sûr qu'on va être traités comme des colonies, encore plus pendant une pandémie. Merci de votre écoute. Bravo. Alors, je vois déjà le doigt de Chanty se lever. Déjà, super chronique, hyper bravo, Jade. Ouais, bravo, super intéressant. Un sujet en plus que je pense que tout le monde avait plus ou moins un avis dessus, dans le sens où pendant les fêtes de Noël, on regardait tous un peu les vidéos WhatsApp qui venaient nous montrer les touristes qui venaient au pays. Et on savait pas, moi je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça, tu vois, parce que moi aussi des fois je suis touriste, tu vois. Mais c'est intéressant en tout cas. Shorty, tu voulais réagir? Je voulais rajouter qu'il y a eu en fait même 2 étapes dans ce que Jade a analysé. C'est-à-dire que oui, les cas étaient plutôt bas vers novembre. Excusez-moi. Vers novembre, les cas étaient plutôt bas et donc effectivement, ils ont rouvert les vannes en décembre. Mais avant ça, c'est-à-dire que le confinement en Guadeloupe a fonctionné vraiment à merveille. Et quand on était au déconfinement, quand on regardait les communiqués hebdomadaires de la préfecture, de l'ARS, il n'y avait quasiment aucune circulation du virus. On avait 2-3 cas par semaine, mais c'était toujours des gens qui arrivaient en avion ou des malades de Guyane qui venaient se soigner puisque eux, ils étaient surchargés. Et en fait, à ce moment-là, le contrôle était très strict, c'est-à-dire qu'on avait un test obligatoire à l'aéroport sur place et un deuxième test 7 jours après. D'accord. Avec une septaine fortement conseillée. Et en fait, ça fonctionnait. Et donc, au mois de juin, je t'avoue qu'on était en Guadeloupe, on était relativement serein. Effectivement, on portait nos masques et tout. On obéissait aux réglementations, mais on était relativement serein. Et c'est effectivement suite au succès de ces méthodes du contrôle, eh ben, ils ont supprimé. Et impossible de savoir pourquoi. Ils ont supprimé. Et donc, en juillet, les gens, aussi bien les étudiants qui rentraient et tout ça, mais en fait, c'était devenu... il fallait faire un test 72 heures avant de prendre l'avion. Mais en fait, dans les 72 heures, tu fais ce que tu veux. Dans l'avion, tu fais ce que tu veux. Et le jour où tu arrives, tu es libre. Et ça a été beaucoup trop fort. Et donc, effectivement, là, c'est reparti.
Et nous, on a connu l'équivalent de notre deuxième vague plus tôt que Paris. Donc, je crois vers fin août, début septembre. Et du coup, c'est redescendu pour nous aussi plus tôt que Paris, qui fait qu'après, ils ont vendu, comme Jade l'a expliqué. Je me souviens très bien du reportage je crois que c'était TF1, c'était sous-titré «Des vacances loin du Covid». Ouais, Alors que non, il y a exactement. aussi le Covid ici, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Vali, du coup? Alors, merci Jade. J'ai trouvé ça très bien. Et en fait, j'ai une résolution pour 2021. Oui. C'est de ne pas, en tout cas, d'expliquer certaines choses quand j'ai le sentiment qu'elles peuvent être mal comprises. Et je vais le faire. J'explique tout ça, pas pour dire que je n'ai pas compris pourquoi tu as utilisé à plusieurs reprises le mot colonie, colonialisme, etc. J'ai bien compris, mais je souhaite apporter une nuance. Vas-y. Vas-y. Mais c'est ça, mais c'est Je intéressant. me déplace 2 secondes, mais je t'écoute, hein, Vali. Fais gaffe. La guerre commence. Mais non, il n'y a pas de guerre, les amis. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, pour moi, pas pour moi personnellement, Vali, mais vraiment en termes de concept. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que par exemple Françoise Vergès va appeler la colonialité, une sorte de néocolonialisme. Et en fait, le mot colonie est utilisé tellement de manière un peu à corps et à cri dans l'émotion que c'est pour ça que moi, je veux juste apporter cette nuance-là. Pas pour... je ne suis pas du tout opposée à ton propos. J'ai peut-être qu'en m'écoutant, on a le sentiment que je prends beaucoup de gants. Mais en fait, je prends des gants parce que je me suis rendu compte qu'il y a des mots qu'on n'explique pas aux gens. Et quand on ne les explique pas, ça fait qu'on rentre dans des trucs où c'est islamo-gauchiste, tu vois. Et en fait, l'islamo-gauchisme, pour des gens maintenant, aujourd'hui, c'est un vrai concept. C'est un truc qui existe. Alors que ça n'existe pas. Ce n'est pas... Tu vois, c'est une nébuleuse. Donc, pour le coup, pourquoi je propose le mot néocolonialisme ou colonialité? C'est parce que, de fait, en termes statutaires et par rapport à une certaine forme de liberté que nous avons, on ne peut plus, dans la définition de colonie et de colonialisme, dans l'impérialisme français, on s'entend, le mot colonie ou le mot métropole ne devrait plus être utilisé pour nous définir et définir nos rapports actuels parce qu'en termes statutaires et en termes de certaines libertés, on n'est pas réprimé. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une certaine autonomie, notamment avec nos organes, nos institutions locales, les exécutifs, CTM, CTJ, etc. On peut décider d'un certain nombre de choses. Dans une colonie, on ne peut pas faire ça. Voilà. Maintenant, et c'est là. Alors, il y a un petit problème de réseau. Il y a eu un petit bug, ouais. Là, je crois que ça va. Vous êtes avec moi? C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Maintenant, on la refait. Maintenant, pour le coup, on peut parler de colonialité parce qu'on a dans la société et dans les rapports quotidiens, etc., des rapports de domination coloniaux qui entretiennent ces relents colonialistes et ces mécanismes de domination qui nous pourrissent et qui font tout le reste, enfin, toute ton analyse parfaite, juste, je suis complètement d'accord avec toi. Avec en plus de ça, vraiment, toi, tu as dit ce truc où comme s'ils sont des héros, mais c'est vraiment des white saviors, en fait. Quand tu prenais les interviews dans les médias, c'est genre, oui, on achète chez les petits commerçants, etc., etc. On fait vivre l'économie locale. Sans compter les incidents, type affrontement parce qu'eux ne portent pas leur masque et que des personnes noires signalent qu'ils ne portent pas leur masque. Et donc, ça tourne à « Ah, mais vous êtes raciste anti-blanc parce qu'on vous dit de mettre un masque ?» Je ne comprends pas. Donc, pour le coup, voilà. Moi, c'est... Ou sinon, yes, la colère, tout ça, là, tout le reste, il n'y a pas de problème. Mais peut-être, Eric, tu voudrais réagir sur les propos de Jeanne? Bah déjà, Jade, bravo pour ta chronique, comme d'habitude. Alors, réagir, pas vraiment, mais juste dire, moi, j'ai effectivement trouvé que la manière dont l'ensemble a été géré, c'était assez bizarre.
Moi, je suis rentré exactement le 27 novembre et je crois, vous allez me dire si je me trompe, que le reconfinement, c'était le 28 novembre. Alors, je me souviens plus des dates, mais je crois que c'était fin novembre, ouais. C'est dans ces eaux-là, je crois. Et j'avais pris mon billet bien avant, donc j'échappe au reconfinement par chance, on va dire. Et après, effectivement, donc période de Noël, on conseille à tout le monde de partir aux Antilles hors du Covid. Et bien évidemment, ce que je me suis douté est arrivé, c'est que une fois que tout ça a été terminé, on repart encore dans des mesures sanitaires un peu bizarres ou couvre-feu, pas couvre-feu. Donc bon, Moi, En- vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Mais Moi, je ne sais pas pour vous, mais mon avis aujourd'hui, c'est que j'arrive à me dire que j'en ai presque rien à faire du Covid, quoi, parce qu'on a eu tellement d'informations, de contre-informations que aujourd'hui, moi, je suis fatigué avec ça, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Et c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème, ça, je crois que c'est même documenté et tout, et que c'est ce que l'État craignait le plus, d'ailleurs. Et en fait, maintenant, les gens, ils regardent plus, ils écoutent plus les règles, Mais c'est devenu ils inaudible, se en fait. renseignent plus, parce qu'ils sont, Mm. Parce que ouais, ils sont devenus, les gens sont fatigués, quoi. ce que Jade dit notamment sur... en fait, il y a un double standard, en fait. C'est-à-dire que Exactement. ne faites pas en France ce que vous pouvez faire, ou faites en Guadeloupe ce que vous pouvez pas faire en France. Enfin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, je sais pas, parce que c'était particulier pour la Guyane, parce que c'était assez étendu en Guyane. Mais du coup, j'ai le sentiment que qu'en fait, il y a un côté carnaval égal, fête très locale, très connotée, fête de noir, hein, on va dire les termes, on va dire les termes. Et Noël, Et Dieu seul sait que le carnaval n'est pas une fête de oui, Noël. oui, mais Enfin, oui, bien évidemment, mais je parle de la façon dont on la célèbre. Je veux pas, c'est-à-dire, quand on regarde les images même du carnaval, etc. Voilà, et le mec, attends, non, 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 non. Et et Noël, vraiment, en France, c'est très important Noël. Donc, vu que c'est le Covid, qu'on ne peut pas faire la fête, partez, allez là-bas, allez dans ces contrées. Vous pourrez faire un peu ce que vous voulez, retrouver une liberté. Et en fait, ce double standard-là, pardon, pour moi, il est vraiment insupportable. Et je pense qu'on a tous ressenti. Oui, Jade, vas-y. Mais d'autant plus que je me souviens surtout de à quel moment les médias type TF1 ont comme montré les images des carnavaliers pour montrer à quel point ils étaient nombreux. Et les mêmes images qu'on avait eues à l'aéroport, où on voyait littéralement l'aéroport saturé de personnes Exactement. Ah ouais. dans des espaces clos, parce qu'on s'entend, ok, oui, je ne suis pas pour qu'on fasse carnaval pendant une pandémie, je comprends qu'il y a eu une angoisse par rapport à la pandémie, je comprends tout ça. Il n'y a pas eu Ça de reste que respect, c'est l'extérieur, d'accord? Mm. Donc, il y a quand même le fait que entre un espace clos où il y a 10 000 personnes qui attendent leur bagage, parfois pendant je ne sais pas combien de temps, et des gens qui défilent à l'extérieur, moi, je préfère choisir la foule de l'extérieur que l'aéroport, on s'entend. Mais aujourd'hui, c'est démontré hein, que les rassemblements extérieurs n'augmentent pas les contaminations. Voilà. Mais les médias ont comme couvert l'arrivée massive à l'aéroport comme quelque chose de bien. C'était comme, oh, regardez, on a énormément de déplacements touristiques, c'est bien pour l'économie, on va pouvoir faire la fête, alors qu'ils ont ils ont diabolisé les carnavaliers. C'était comme vraiment, regardez ces gens irresponsables. C'était vraiment double mesure. Et j'ai juste oublié de le mentionner. Pardon, je finis juste là-dessus, mais j'ai oublié de le mentionner. Les syndicats autour du tourisme ont vraiment fait énormément pression, et ce, même pendant qu'il y avait les premiers cas pour rouvrir les hôtels et pour rouvrir les lignes aériennes. Même quand on n'était pas encore sûr de à quel point ça circulait en Guadeloupe, en Martinique, ils ont commencé à faire la gueule. Parce qu'on parle d'une énorme économie. Ils ont commencé à faire pression. Oui, bien sûr. Après, c'est normal, je trouve, que les lobbies, entre guillemets, se veuillent faire rouvrir. Après, que l'État accepte, ça, c'est une autre chose. Oui, Guéric. Je voulais juste rajouter, Jade, en plus par rapport à ce que tu dis, en décembre, pour avoir plusieurs amis qui sont rentrés, il n'y avait pas de contrôle. Il y a beaucoup qui sont passés dans les mailles du filet. On ne leur a pas demandé de test ni quoi que ce soit. Ils sont passés naturellement comme s'il n'y avait pas de Covid. Ah oui, bah, moi c'est comme ça que pendant l'été, je suis retourné voir la famille pendant les vacances d'été. Alors nous, on a fait PCR, on était confinés à la maison avant de partir et tout. Mais à l'arrivée, il faut dire la vérité, Fais ce que tu veux. on aurait pu ne pas faire de test, clairement.
Mais aussi, je fais la différence entre les gens qui rentrent chez eux, et c'est-à-dire qui ont eu des discussions avec leur famille, qui ont décidé si oui ou non comment on va gérer le risque, où est-ce que tu vas rester, est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses être en sécurité en septembre chez nous. Il y a une différence entre ça. Les personnes qui ne sont pas vues, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas rentrées, il y a peut-être eu des décès entre-temps. Et les touristes qui ont 0 rapport avec le territoire et qui rentrent parce qu'ils ont besoin d'avoir une pause pendant les fêtes. Et moi, je sais que j'ai des personnes de ma connaissance qui ont renoncé à rentrer parce qu'ils ont vu à quel point il y avait des touristes et qu'ils avaient peur pour leur famille. Qu'ils ont dit, je ne vais pas prendre l'avion, l'avion va être comblé, l'aéroport va être bondé, je ne peux pas rentrer. Et il y a des gens qui ont décidé de ne pas rentrer chez eux pour ne pas rajouter à la pression touristique. Et là, je fais quand même une grosse différence entre les deux. Shorty, tu voulais... Shorty, oui. Oui, c'est aussi pour rajouter au discours paternaliste, il y a eu une responsable des autorités sanitaires, etc., qui a régulièrement des propos qui, pour moi, sont assez violents et choquants, du style, oui, les Antillais, comme ils aiment bien se réunir le dimanche, ou des trucs comme ça, un peu la critique des coutumes, alors qu'au final, on voit que quand l'aéroport est bien contrôlé, ça se passe bien, en fait, tu vois. Et en tout cas, on ressent souvent dans les propos des gens qui parlent un mépris et du paternalisme. Et ça, c'est très violent, alors que je répète encore, en juin, par exemple, moi, j'étais persuadé que la Guadeloupe était tirée d'affaire en gardant un contrôle strict. Et en fait, ils ont relâché. Et en fait, on se prend une double peine, puisque du coup, le virus recircule. Et en fait, on veut nous faire comprendre que c'est notre faute, en fait, puisque nos coutumes, c'est ça, qu'on ne respecte pas ça. Et même triple peine quand on sait qu'il n'y a pas d'eau et quand on sait qu'il n'y a pas d'hôpital. D'ailleurs, pour clôturer et qu'on passe à la chronique de Vali. Ah, Vali, peut-être voulait s'exprimer. Vas-y. Oui, moi, je voulais juste ajouter que ça m'a fait penser, quand j'ai vu les reportages, ça c'est le côté historique, ça m'a beaucoup fait penser. Ça coupe? Non, c'est bon. Mais pourquoi je coupe en... Mais non, vas-y. Non, ça m'a fait penser juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu c'est là qu'on a lancé ce concept d'île à touristes, enfin, avec la Guadeloupe et la Martinique. Et donc, il y a cette volonté de rendre nos îles attrayantes. Et en fait, on avait les mêmes expressions, quoi. Le venez au soleil, une cure de vitamines, ça va vous faire du bien, les populations locales sont attrayantes et puis ça va les aider parce que voilà. Et en fait, c'était vraiment, on était complètement dans cet héritage et dans cette mouvance-là. Sur ça, il y avait. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement choquant. Et puis aussi pour la Martinique, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais l'annonce d'un couvre-feu le 31 décembre, à la veille du 31 décembre. Donc, on était tous là en mode, mais OK. Et ça, je trouve ça particulièrement méprisant et irrespectueux, en fait. Voilà, quoi. Mais après, je voulais clôturer là-dessus. Et je pense une ouverture, et pour les auditeurs qui... Une dernière. Je pense que là, dernière. Bon, allez, on va tenir jusqu'à 1h du mat. Je voulais juste rappeler que nous, on a changé de préfet et que le préfet semble être arrivé lui-même avec le Covid. Ils disent que c'est ici qu'il a eu, mais en tout cas, dans les premiers jours, il a été... Alors, est-ce que ce serait pas à cause des traditions créoles qu'il aurait attrapé ce Covid? Ah, je ne sais pas. Avec je ne sais pas. Les personnes en madras qui viennent danser autour de lui, qui lui transmettent le Covid. On connaît, hein. Et promis, c'est la dernière cette fois-ci. Et pareil, récemment, là, on nous a parlé de variants. Eh ben, on est sur une île. Donc, forcément, le variant, il vient de l'extérieur. Donc, ça montre que le système de contrôle à l'aéroport n'est pas bon, en fait. Voilà. Il est inexistant. Ça me semble très simple. Voilà. Et pour clôturer,
Oui, pour C'est clôturer. bon, vas-y. Je dirais que pour élargir le débat pour nos auditeurs et les personnes qui vont écouter en podcast ou vont regarder sur YouTube, posons-nous la question de savoir aussi si ça n'a pas été le révélateur aussi d'un peu un choc des cultures, d'un choc des modes de vie. Parce que c'est la même période où on a vu aussi les histoires qui n'étaient pas forcément des Voiture vraies. à pain? Ouais, qui n'étaient pas forcément des vraies histoires, mais bon, qui ont quand même révélé des choses sur la voiture à pain, sur le carnaval, sur. Il y a eu quoi Le encore? temple Le hindou. temple Le temple hindou, hindou. On t'aime plein d'où? etc. En fait, ça a révélé encore des histoires. Et comme on le disait avec Timalo dans l'épisode qu'on a fait sur 2009, en fait, alors je dis pour la Guadeloupe, mais je pense que la Martinique, c'est un peu pareil. C'est des cocottes minutes, en fait. Et des fois, il suffit juste d'augmenter un peu la température pour que ça déborde et que quelle métaphore! Pour que ça déborde et que du coup, on, on bascule dans quelque chose de fort et de parfois violent, entre guillemets. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis des gens dans vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et comment vous avez vécu aussi cette période-là. Du coup, on va passer à la chronique de Vali qui a choisi la violence encore aujourd'hui.